et de la musique, qu'on a agrégé à droite dans un nouveau chiffre qu'on ne montrait pas les années précédentes, mais qui nous semble important, parce que finalement, continuer à séparer les plateformes vidéo et musicales des acteurs télé et radio, c'est de moins en moins pertinent en réalité, puisqu'on a vraiment les offres de BVOD qui sont dans la même catégorie que les offres de SVOD. Donc on a créé cette catégorie qu'on a appelée vidéo et musique, faut pas trop que je tourne la tête, vidéo et musique, qui elle, en fait, tous ces acteurs ont cru à 18% ce semestre. Et puis tout à gauche, vous avez les acteurs de l'édition et de l'info qui ont du mal en fait à se positionner sur ces offres de vidéo, qui sont en train de tirer l'intégralité du marché et donc qui sont en décroissance. Et au milieu, les acteurs qu'on appelle retail et services, donc qui incluent à la fois les grands sites de retail, mais aussi tous les acteurs type Le Bon Coin, par exemple, qui, eux, ont une croissance de 3%. Donc, ça met déjà en perspective les chiffres qu'Emmanuel vous a montrés juste avant du retail média qui était en très forte croissance. En fait, au sein du retail média, la croissance, elle est portée par le search, quand les leviers, les displays sont plutôt stables, 3%. Donc on a un marché en fait qui s'ancre dans une déformation structurelle, puisque tous les semestres on a le même message, hein, mais il s'ancre, cette décroissance elle s'ancre, et donc elle a un effet exponentiel qui est très important, avec d'un côté tous les acteurs vidéo et musique qui vont continuer à croître très très vite, et puis les acteurs d'édition et d'info qui perdent des parts de marché de plus en plus vite. Si on prend un tout petit peu de perspective sur le semestre précédent, donc c'est à peu près les mêmes chiffres qu'il y avait sur la slide précédente, mais ça permet de voir les taux de croissance. C'est vraiment une tendance de fond. Donc on a le display qui s'établit à peu près à 10% de croissance, les acteurs de l'édition et de l'info qui ont stabilisé leur décroissance à 5%. Et de l'autre côté, on a des acteurs télé et radio qui ont une croissance un peu plus faible ce semestre, mais parce que forcément, comme je disais, il y avait un effet de démarrage et de lancement des offres de BVOD qui avait été très très fort, mais qui globalement s'établissent à une croissance qui est très bonne, portée par à la fois la BVOD sur les acteurs télé et radio, mais aussi la très belle performance des radios en général, avec un format audio qui continue à croître très très vite, qui continue à être très attractif pour les annonceurs, et aussi une offre des acteurs radio qui s'est de plus en plus développée, notamment aujourd'hui avec des offres complètement hybrides, où on peut acheter radio et digital en même temps, et qui sont très attractifs pour tous les annonceurs. Donc de façon assez mécanique, si on regarde maintenant le poids que chacun de ces acteurs prend dans l'intégralité du display, on a les plateformes de streaming vidéo et musicales qui continuent à faire croître leur part de marché, maintenant à 42%. Si on y ajoute les acteurs télé et radio, donc pour faire cet ensemble vidéo et musique, ça fait à peu près 2/3 du marché. Et le tiers qui reste est partagé entre les acteurs de l'édition et d'info qui voient encore leur part de marché diminuer, cette fois à 20%, et les acteurs du retail qui sont à peu près à 14%. Comme je le disais, en fait, tout ce que ça montre, c'est que la croissance du display, elle est essentiellement tirée par la vidéo et par l'audio. Donc ça, c'est la slide qui vous montre ce marché du display découpé entre les différents types de formats qui existent, donc vidéo, classique, qui sont les bannières, etc., l'audio et les opérations spéciales. On a donc, sans aucune surprise, le marché vidéo qui est en très forte croissance à 15%, qui atteint 790 millions sur ce semestre. Donc on est en train de se rapprocher du milliard juste sur un semestre. Donc c'est extrêmement, extrêmement dynamique, et qui représente maintenant 63% du marché total. Donc c'est à peu près le pendant de ce que je vous montrais avant, hein, les 2/3 du marché qui sont captés par les acteurs télémusiques. Et donc là, on retrouve ce chiffre sur la vidéo, et donc qui a pris 7 points en 2 ans de part de marché. C'est un format qui continue de capter des budgets très importants, déjà parce que c'est ce que les consommateurs consomment, hein, donc forcément elle répond aux objectifs de couverture, de branding, d'attention, mais aussi de mesure sur le digital. C'est porté par une meilleure structuration des offres globalement, à la fois par les acteurs de la BVOD et par les acteurs de la SVOD, et aussi évidemment par YouTube et les acteurs de la VOD en général. Et qui permettent aux annonceurs de se positionner sur une offre qui est à la fois haut de funnel, avec beaucoup de branding, d'attention, mais aussi assez bas de funnel finalement, dans ce qui est permis dans les outils et dans la mesure aujourd'hui. Ensuite, on a le classique qui est en décroissance. Donc, c'est confirmé dans à peu près tous les chiffres. Il y a très peu d'acteurs qui arrivent à faire de la croissance sur ces leviers. Ça atteint à peu près 300 millions sur ce premier semestre, avec une part qui maintenant est à 24%, donc un quart du marché,
quand il y a 2 ans, on était à 1/3. Donc, c'est une décroissance extrêmement significative. Et si cette tendance continue, on va voir une décroissance exponentielle sur le marché. Il y a l'audio qui continue à croître très, très vite. Il y a quelques années, on se disait on est sur un effet de démarrage, l'audio, ça va se calmer, etc. En fait, pas du tout. C'est plutôt un format qui marche très bien, qui est ancré complètement dans la creator economy aujourd'hui, avec des influenceurs qui sont devenus des médias et qui ont réussi en fait à développer différents types de formats pour adresser un maximum d'audience. Donc, par exemple, le podcast audio, le podcast vidéo, le vlog, etc., etc. Et donc, qui arrivent à combiner des offres audio avec des offres vidéo qui se retrouvent dans la performance des différents acteurs et en particulier sur l'audio. Et puis après, on a eu les opérations spéciales qui ont très bien marché encore ce semestre. Pareil, c'est aussi des leviers qui sont assez corrélés en partie au monde de l'influence et au développement global du brand content. Donc, il y avait une très forte croissance, à la fois par du social publishing, mais aussi des opérations en propre. Je vais passer maintenant à la vision du marché vidéo. Alors, on a fait un tout petit changement de méthodologie. Je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Mais globalement, pour être sûr qu'on comparait des choses qui sont comparables, on intègre dans ces chiffres à la fois tout le levier vidéo que je vous ai montré avant et puis aussi tous les chiffres d'affaires qui sont réalisés sur la CTV en général, parce que c'est comme ça qu'on arrive à être comparable à ce que font par exemple des Netflix ou Amazon Prime. Donc si on regarde le marché de la vidéo en tant que tel, sur le premier semestre, on a toujours la VOD qui continue à être en fait l'acteur leader, enfin le levier leader de ce marché, avec près de la moitié du marché, 48%. On voit toutefois que sa part diminue, parce qu'il y a 2 ans, on était à 53%. C'est un effet de taille, notamment pour YouTube. C'est une normalisation de la croissance, mais sur en fait une taille de marché qui est tellement importante que c'est quand même une croissance en valeur absolue qui est très très significative tous les ans. Ensuite, on a les broadcasters. Donc là, on a combiné BVOD et télésegmenté. Les performances de la télésegmentée sont plutôt en décroissance. Donc en fait, c'est un effet moyen globalement du marché. Mais on a des acteurs BVOD qui continuent à faire croître en fait leur part de marché, aujourd'hui à 31%. C'est une croissance qui est moins spectaculaire que ce qu'on a vu l'année dernière en pourcentage, mais en fait en valeur absolue, c'est une création de valeur qui est très très importante. C'est quand même important de noter que cette croissance, c'est pas un réservoir mécanique. Je veux dire, la décroissance de la télé linéaire, c'est pas un réservoir mécanique qui vient alimenter la BVOD. Donc là, la croissance de la BVOD, elle compense pas la baisse de la télé linéaire en général. Au contraire, il y a plutôt une réallocation des budgets de télé linéaire vers un ensemble d'offres vidéo qui vont même jusqu'au social. Et donc, c'est une intensité concurrentielle très, 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 très élevée. Et donc, cette performance des acteurs de la BVOD, elle est très, très positive. La SVOD, c'est le segment le plus dynamique aujourd'hui de la VOD, avec 36% de croissance. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes tailles. Donc, ils sont encore en train de développer l'offre. Ça montre la montée en puissance en fait, des offres publicitaires, à la fois de Netflix, de Prime Video et de Disney+, même si ces 3 acteurs n'ont pas tout à fait les mêmes tailles aujourd'hui en France. Mais c'est des offres qui sont mieux structurées commercialement, qui sont plus claires pour les annonceurs, et il y a davantage d'inventaire disponible par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc il y a une accélération des ventes qui est drivée à la fois par la demande, mais aussi par l'offre en fait, qui s'est multipliée. Et puis après, on a les acteurs historiquement qui ne sont pas des acteurs vidéo, mais qui offrent quand même des inventaires vidéo. Donc les acteurs de l'infotainment qui, eux, ont vu plutôt leurs revenus baisser. Donc ça veut dire que les inventaires vidéo des acteurs de l'édition et d'info sont moins attractifs pour les annonceurs que ce qu'ils n'ont été avant. Parce qu'en fait, il y a une concentration des budgets vers la VOD au sens SVOD, BVOD et AVOD. Et puis, on a les acteurs retail et services. Donc ça continue à être assez important. Donc là-dedans, il va y avoir par exemple du Amazon sur son site et puis tous les autres, en dehors de Amazon Prime Video, et puis tous les autres acteurs du retail. Là, c'est aussi un tout petit marché qui est plutôt naissant et qui est plutôt haut de funnel dans le mix si on le compare par rapport à le reste de leur offre qui est plutôt bas de funnel. Je vais aller très vite sur la CTV en tant que format. Donc vous avez compris, ça continue à être un format qui croît extrêmement vite.
à la fois parce qu'il y a une maturité technologique de l'offre aujourd'hui. Il y a un développement des offres à la fois porté par les acteurs historiques de la télévision, mais aussi YouTube, qui est de plus en plus consommé en fait sur CTV. On estime que c'est à peu près la moitié de la consommation en France de YouTube qui est faite sur CTV. Alors, c'est des chiffres à mettre en perspective, hein, mais c'est à peu près l'estimation. En tout cas, c'est massif. Et puis, il y a un haut niveau de performance proposé avec un mix haut et bas de funnel qui est assez intéressant. Donc maintenant, la CTV, c'est vraiment devenu un point central des stratégies multicanales. Hein, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Il y a une combinaison aussi d'offres CTV avec des offres de télé linéaire qui sont combinées et qui sont très, très performantes. Si on parle de l'audio, je vous ai dit tout à l'heure les messages principaux, mais globalement, nous, ce qu'on fait dans l'Observatoire, alors je sais qu'on a toujours un peu des débats, est-ce que c'est la bonne façon de regarder le marché, mais on découpe entre les plateformes, où dedans on va avoir Deezer, Spotify, YouTube, et puis les régies des radios et les régies généralistes avec aussi tous les réseaux publicitaires type Audion et Acast. Donc l'audio continue à avoir une très très forte croissance, 25%. Enfin, honnêtement, c'est assez spectaculaire parce qu'on commence à être sur des montants qui sont complètement significatifs. 85 millions sur un semestre, c'est pas juste un trait maintenant dans l'analyse, hein, c'est vraiment un marché en tant que tel. Et puis on voit que ces croissances sont assez équilibrées en fait entre les plateformes et puis toutes les autres régies. Ce qui est important de noter sur les plateformes, c'est qu'il y a quelques années, en fait, quasiment l'intégralité du marché c'était Deezer et Spotify. Aujourd'hui, YouTube est un acteur de premier plan en fait, et donc c'est plutôt un marché à 3 acteurs maintenant, ce marché des plateformes. Quand il y a quelques années, c'était complètement un marché à 2 acteurs, donc avec une offre YouTube qui est très structurée et qui est très performante en termes de volume. Et puis après, on a les régies des radios et des réseaux. Comme je vous disais, en fait, il y a vraiment une maturité de construction des offres, avec des offres hybrides qui sont de plus en plus généralisées et qui sont très attractives. Il y a notamment pas mal de formats Drive to Store. Il y a aussi des formats maintenant in-store, avec des publicités qui sont diffusées en fonction du moment, dans les rayons, etc., dans les magasins, et qui sont assez performantes et qui permettent d'avoir une offre assez bas de funnel comparé à ce que faisait la radio auparavant. Je vais passer très vite sur le programmatique parce que vous connaissez le message. Le programmatique continue à croître très très vite. Il y a quelques années, on se disait on a atteint un plateau du programmatique, c'est fini, et maintenant il va y avoir de plus en plus de gré à gré, etc. Bon, la réalité, c'est que, notamment avec le développement de l'IA et la multiplication des outils, la simplification des outils, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Donc, on est sur un marché qui est de plus en plus programmatique, et notamment sur la vidéo. C'est ce que vous voyez à gauche, en fait. Donc, les barres bleu clair, c'est le programmatique. Les barres bleu foncé, c'est le non programmatique, donc tout ce qui est vendu, notamment en gré à gré. Et on a un programmatique qui a cru à 20% sur le marché de la vidéo ce semestre. Donc, il continue à être extrêmement important. Et c'est notamment drivé par toutes les offres de BVOD. Donc, il y a une croissance très importante et une très grande partie qui est faite en programmatique. C'en est tout pour le display. Je vais enchaîner sur les autres leviers que sont le search, le social et l'affiliation emailing et comparateur. Alors, sur le search global, Emmanuel vous a donné les messages principaux au démarrage, mais ça continue à être le levier principal en valeur absolue du marché, avec 2,7 milliards sur ce semestre. Donc en fait, on est sur un marché qui est tellement gros que sur une croissance qui paraît être à peu près la croissance moyenne du marché, 12%, on ajoute quand même 300 millions de recettes publicitaires sur le marché en un semestre. Donc c'est titanesque, en fait, c'est gigantesque ce marché. On voit qu'à l'intérieur, il y a quand même 2 réalités de croissance. Le retail search, qui est plus petit, moins mature, qui croît à 24%, donc c'est extrêmement rapide. Et le search classique, qui lui est plutôt à 9%. Donc le retail search, pour rappel, c'est vraiment toutes les recettes publicitaires qui sont réalisées quand un consommateur tape dans une barre de recherche sur un site de retail. Donc évidemment, dans ces chiffres, il y a Amazon, mais il y a aussi toutes les régies des retailers français, qui sont Carrefour, Cdiscount, Unlimited, Values, etc. Donc, si je regarde cette fois le retail média, donc là, on change encore de perspective. On montre la somme du retail search que je vous montrais juste avant, qui a crû de 24%, et on y ajoute la part de recettes sur le display que réalisent les acteurs du retail. On a un marché qui s'établit à peu près à 800 millions.
Alors juste un tout petit rappel méthodologique parce qu'on a une définition du retail média qui est quand même propre à l'Observatoire, parce que nous, on considère que les revenus qu'on appelle on-site, donc c'est-à-dire les revenus qui sont générés par la vente d'inventaire publicitaire par les retailers sur leur propre site web, ce qu'on appelle un display, et les liens sponsorisés dans les moteurs de recherche sur leur site de retail, donc ce qu'on appelle le search. Donc on n'inclut pas tout ce qui s'appelle le social retail, c'est pas inclus là-dedans, donc qui va être sur les plateformes de réseaux sociaux, et on n'inclut pas non plus le in-store DOOH, donc tous les affichages publicitaires digitaux qu'il va y avoir dans les magasins. Et on n'inclut pas non plus tout ce qui s'appelle l'off-site, donc c'est-à-dire l'extension d'audience, le trade marketing et tous les outils data insight qui sont autour de ces sites. Donc, à l'intérieur de ces chiffres, il y a des réalités de marché qui sont un peu différentes, en fait. Il y a quelques années, on vous disait, il y a Amazon qui drive la croissance, et puis pour les acteurs locaux, c'est un peu plus difficile. Maintenant, c'est beaucoup plus nuancé. En fait, les retailers se sont très bien structurés pour pouvoir vendre du retail média. Et il y en a qui performent très, très bien, en fait, sur les mêmes taux de croissance que ce qu'on peut voir, par exemple, sur Amazon. D'autres qui souffrent un peu plus. Et puis, il y a des réalités aussi un peu différentes entre les sites alimentaires, les sites non alimentaires, avec des performances qui parfois sont très significatives, par exemple sur Leroy Merlin ou ce genre de site, quand d'autres souffrent un peu plus. C'est un levier qui a eu un premier trimestre assez difficile, en fait, avec un contexte macroéconomique de difficulté de pouvoir d'achat qui est assez importante et qui est très corrélé, en fait, au pouvoir d'achat globalement. Mais qui a eu un deuxième trimestre bien meilleur, puisqu'il y a un effet Coupe du Monde assez direct sur tous ces sites. Donc, en fait, là, on voit une moyenne d'une performance plutôt en berne au premier trimestre et plutôt très bonne sur ce deuxième trimestre, sachant, comme disait Emmanuel, l'effet Coupe du Monde n'est pas terminé, puisqu'il va s'étaler sur juillet. Maintenant, le social. Donc, le social qui est le levier qui croît le plus vite et de loin sur le marché, qui ajoute aussi 300 millions par sa croissance en un semestre. Donc, c'est le même ordre de grandeur que ce que le search a ajouté au marché ces semestres. On voit de façon extrêmement nette la déformation du marché vers un marché vidéo en regardant juste le social, puisque la vidéo a cru à 31% sur des montants qui sont colossaux. Donc, il y a un peu plus de 300 millions d'euros de valeur qui a été créée sur des formats vidéo sociaux ce semestre, quand on a des formats classiques qui sont en décroissance. À l'intérieur, donc nous, on compte tous les grands réseaux sociaux, y compris les petits. Mais Meta demeure quand même le socle du marché, conserve une position de leader, qui a des audiences très, très profondes et des outils de performance qui sont assez simples à utiliser et donc plutôt bien adoptés par les annonceurs et par les agences. Et il y a vraiment une forme d'industrialisation en fait, de l'offre de Meta et qui est aussi liée à son effet de taille. Quelque chose qui est important à noter, parce que là on voit le classique qui diminue, le format carrousel, donc avec des photos qu'on peut faire défiler, il continue à marcher quand même très très bien chez Meta. Il marche très bien sur Insta, mais il marche aussi très bien sur Facebook en fait, et en particulier pour les petits annonceurs, pour la longue traîne d'annonceurs. Donc pareil, dans cette décroissance du classique, en fait, il y a quand même des réalités différentes entre les très grands annonceurs et les petits annonceurs. Et en fait, Meta continue à capter une grande partie de sa croissance par les petits annonceurs, avec des formats qui sont moins chers et qui sont plus simples à utiliser pour eux. Évidemment, là-dedans, il y a TikTok, qui a une performance qui est à 2 chiffres, et ça commence pas par un 1, leur taux de croissance. TikTok, la performance, elle est portée par la puissance des audiences, en fait, le temps moyen passé par chacun des utilisateurs et l'efficacité des formats vidéo courts, avec un positionnement qui est encore un peu haut de funnel quand même pour TikTok, qui a un développement assez fort de TikTok Search, donc on en parle depuis plusieurs semestres, mais c'est devenu un levier très très performant. On estime qu'il y a plus de requêtes qui sont générées sur TikTok Search que sur YouTube en général. Donc ça devient en fait un outil de search très très important. Donc on n'est pas au niveau de Google encore, mais c'est quand même un basculement de l'usage de TikTok qui est très très important. Et pour le coup, le positionnement du search, il est plutôt middle funnel. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais milieu de funnel, quoi. On s'éloigne quand même du haut de funnel, du reste des audiences. On n'est pas encore sur le bas de funnel,
ce que Meta arrive très bien à faire. Mais on a quand même une descente de TikTok dans le funnel qui laisse présager d'une accélération encore des revenus. Et puis dans ces chiffres, on compte aussi Twitch, dont on ne parle pas souvent, parce qu'en fait, Twitch, ça génère beaucoup d'audience, mais c'est quand même assez petit en termes de revenus publicitaires. Et c'est pas très facile à appréhender, parce que souvent, Twitch est vendu dans des bundles avec Amazon Prime Video, par exemple. Donc, extraire ces chiffres, c'est un exercice un peu compliqué. Juste pour les ordres de grandeur, c'est tout petit. Hein. Si on traçait la part de Twitch, ça ferait plutôt une ligne sur ces barres qu'un rectangle. Mais c'est quand même un média qui continue à être assez performant, à driver beaucoup d'audience et qui est aussi un socle assez important du développement de l'influence. Donc en résumé, on a un marché qui est drivé essentiellement par la vidéo, puisque si j'ajoute la vidéo sur les réseaux sociaux à la vidéo en display, on a une croissance totale qui est à 25%. Donc pour rappel, dans le display, on va avoir YouTube, tous les acteurs de la VOD en général, la BVOD, la SVOD, et puis toutes les vidéos qui sont sur les sites d'infotainment et de retail. Et puis le social, c'est ce qu'on vient de voir. Donc on a une performance qui est extrêmement élevée, drivée par le social, mais qui est aussi très très importante sur le display. Et ça devient un des leviers les plus importants du marché, puisqu'en fait on est dans les mêmes ordres de grandeur à peu près que le search qui est à 2,7 milliards, donc on est encore en dessous. Mais ça reste, en fait, si on les met côte à côte, c'est des marchés quasiment significatifs. Donc on a un marché en fait de la pub digitale qui est porté essentiellement par le search et en grande partie par le retail et par la vidéo. Des leviers qui sont assez importants, affiliation, emailing, comparateur, où pareil, il y a quelques années, peut-être avec un peu d'arrogance, on se disait que c'était un peu la fin de ces leviers. En fait, ils continuent à croître à 4% en global, avec des réalités assez différentes en fait, les uns avec les autres. Donc l'affiliation, tout comme les comparateurs, ils bénéficient en fait de la montée des LLM et des enjeux de GEO des différents annonceurs, puisqu'en fait les marques elles doivent être bien référencées sur leur propre site, mais aussi via des sites d'autorité qui vont être utilisés ensuite par ChatGPT & Co pour faire remonter des contenus. Et les affiliés sont souvent parmi les sites en fait qui sont utilisés par les moteurs LLM, aux côtés des sites de la marque évidemment, de Wikipédia, des avis consommateurs, etc. Mais en fait, il y a vraiment dans cette stratégie JEO l'importance des sites affiliés qui est en train d'émerger. Ensuite, on a les comparateurs qui, eux, ont quand même cru à 4%, donc la moyenne de ce qu'on voit sur ce marché. Eux, ils ont un rôle assez important dans Google Shopping. Et donc, ça drive une grande partie de la performance. Et on s'attend à ce qu'avec AI Mode et AI Overview, ils continuent à bénéficier de cette croissance. Et après, on a l'emailing où là, c'est plutôt en berne, et notamment plombé complètement en fait, par des complexités réglementaires qui rendent ce levier extrêmement difficile à monétiser. C'est fini pour les chiffres. Vous pouvez se respirer. On va passer aux tendances clés du marché. Alors, on a voulu faire succinct par rapport aux autres années où on avait plusieurs slides qui s'enchaînaient, en mettant en parallèle en fait trois sujets assez importants. Donc le premier, c'est l'agentique. Donc évidemment, tout le monde sait qu'on entend la multiplication des agents IA, etc., qui vont transformer en profondeur le marché. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait, puisque la montée des usages d'utilisation de ces agents, elle est quand même encore un peu immature. Mais on voit quand même une transformation assez importante de la chaîne de valeur qui est à venir. Ce qu'on anticipe à terme, c'est quand même un impact qui soit principalement focalisé sur les tâches qui aujourd'hui sont assurées par des intermédiaires sur la chaîne de valeur qui pourraient être automatisées. Vous voyez qu'on a quand même un sujet, ce marché de la pub. Si on regarde, parce que nous on voit les chiffres de l'UDECAM, on voit les chiffres de la SRI, il y a quand même quelque chose au milieu qui disparaît, qui est grappillé par une très grande partie d'intermédiaires. Évidemment, il y en a qui ont beaucoup de valeur, et il y en a aussi où la valeur est quand même difficile à mesurer. Et donc, le développement de ces outils, il peut permettre à chacun de remonter sur la chaîne de valeur, d'automatiser une grande partie des tâches et petit à petit de reprendre de la valeur. Et c'est aussi cohérent dans un contexte où il y a des durcissements budgétaires pour chacun des annonceurs. Et donc, ça permet de répondre à ça. L'idée, c'est de pouvoir simplifier, fluidifier toutes les étapes. C'est ça la valeur apportée aux annonceurs à la fin. Et de rendre les arbitrages plus faciles, plus efficaces, notamment entre haut et bas de funnel. Il y a un sujet de curation là-dedans.
Je pense que vous avez tous vu, mais il y a une annonce cette semaine de la création de la European Media Marketplace. Donc, il y a une initiative européenne, en fait, de facilitation d'accès au contenu premium, si je peux le présenter comme ça, avec des acteurs européens assez divers. Et puis en France, on peut mentionner par exemple Orange, Le Bon Coin et certains retailers comme, comme Vipy ou Vinted. Et pour nous, tout ça, ça va ensemble, en fait. C'est vraiment important dans ce contexte d'Agentid d'arriver à proposer une offre européenne consolidée qui permette d'être visible et globalement de rendre les contenus premium accessibles. Ensuite, évidemment, il y a le sujet du LLM et du search qu'on ne pouvait pas ne pas mentionner. Il y a une déformation complète de l'usage du search qui est devenu complètement conversationnel. Donc, même dans Google, aujourd'hui, les requêtes sont quasiment plus faites par mots-clés. Donc, il y a une transformation complète. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de pub dans les LLM en tant que tel, mais il y a une nécessité structurelle pour chacun des annonceurs de développer des stratégies de GEO qui sont réalisées notamment avec les agences pour que dans les réponses générées sur les LLM, les marques puissent émerger. Et donc, en fait, c'est vraiment une nouvelle approche aujourd'hui du marché pour être sûr qu'elles deviennent visibles dans des contenus qui sont de plus en plus diffus. Et ça ouvre la voie en fait, à une proposition de valeur vraiment élargie, accompagner les marques non seulement sur leur stratégie d'acquisition, mais aussi dans la construction de leur visibilité dans l'ensemble, de leur crédibilité et puis de leur découvrabilité, si je puis dire, dans tous ces moteurs de LLM. Et le dernier sujet, qui est, parce que les deux premiers, c'est plutôt des opportunités de marché, évidemment, qui ne sont pas faciles à capturer, mais qui sont plutôt une opportunité, notamment pour les médias locaux. La dernière, c'est la régulation. On continue à être dans un mode réglementaire qui est quand même extrêmement restrictif. Tout le monde connaît le DMA, le DFA, qui globalement n'a pas aidé les acteurs européens à se positionner face aux grandes plateformes américaines. Là, dans les cartons, il y a encore le Digital Omnibus qui prolonge tous les débats autour de la personnalisation de la pub et du ciblage de la pub. En fait, l'enjeu, il n'est plus d'essayer de démontrer que c'est ce que le consommateur veut ou pas. L'enjeu, il est vraiment de comprendre le risque économique que ça fait peser sur le marché globalement. Il y a plusieurs études qui ont été publiées sur le sujet. Mais c'est quand même un risque qui nous semble encore important et c'est un sujet sur lequel l'ensemble d'entre vous, en fait, et nous aussi, devez jouer le rôle de lobby au bon niveau, de diffusion des messages, de ce qui est devenu la pub et de surtout pas essayer d'opposer le contextuel au ciblage ou je sais pas quoi, qui est une vision complètement obsolète du marché. Voilà. Je vais laisser la parole à Emmanuel pour conclure et vous donner nos perspectives sur la fin d'année. Alors, compte tenu des conditions de pression et de température, on nous a demandé un chiffre. Okay, donc, notre chiffre, c'est 11% pour 2026. Donc, pourquoi ce chiffre? D'abord, on sait bien que l'année, elle va continuer à être difficile quand même en termes géopolitiques, en termes macroéconomiques, en termes d'attentisme. La prochaine présidentielle va créer des conditions en fait, qui ne sont pas idéales pour l'ensemble du contexte économique français. Mais on a aussi des drivers structurels en fait, qui vont continuer à alimenter ce marché de la publicité digitale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde comme d'habitude en fait les différentes études dans les différents européens. Donc, on prend plusieurs instituts d'études. Et alors, c'est très intéressant de remarquer aussi la volatilité en fait, les différences de prévision qu'on a d'un institut d'études à l'autre. On fait le grand écart entre les instituts d'études parce que les prévisions, rien que pour la France, elles varient entre 9% et 22%, c'est énorme. Et vous retrouvez ça à peu près dans les différents pays européens. On prend en compte l'évolution du PIB en France, même si, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, que la corrélation quand même entre l'évolution du marché publicitaire et le PIB, elle a quand même perdu beaucoup de poids d'année en année, il faut s'en méfier. Mais si on prend les conditions plutôt négatives et les drivers structurels positifs, et on voit 5 drivers qui vont continuer à alimenter
ce marché de la publicité digitale. Un, la résilience du search, à la fois classique, mais aussi avec la forte croissance de la partie retail search. L'arrivée prévue d'AI Overview et AI Mode, je crois qu'on est à peu près le dernier pays sur lequel ça n'a pas été déployé avec le Soudan, mais ça va arriver. Et ça va permettre en fait de faire évoluer les usages et peut-être d'avoir aussi un impact sur les volumes totaux en fait de requêtes. Deuxièmement, la poursuite de la croissance du social media, donc du social et de la vidéo, comme l'a expliqué Maïté. On s'attend à ce que la croissance de Meta continue en fait dans ces ordres de grandeur. De même pour TikTok, on a toujours une créativité, une innovation, des formats courts, le mobile. Enfin, c'est un ensemble de faisceaux qui nous fait dire qu'on ne va pas stabiliser la croissance du social. Tout ce qui est croissance de la vidéo digitale, de la CTV, de la SVOD, de l'EVOD, qui a atteint une meilleure maturité après les lancements en fait, des offres. On voit que l'offre elle est plus lisible, les prix sont adaptés aussi. Donc maintenant on atteint un certain socle sur la BVOD, mais on a encore des taux de croissance élevés, des partenariats qui peuvent permettre de soutenir ces taux de croissance. L'AI, l'automatisation, Maïté en a parlé. On pense qu'il y a déjà pas mal d'automatisation, de meilleur ciblage, de meilleure efficacité commerciale, de création automatisée. Et ça va avoir aussi un impact plutôt positif. Et puis le développement de la longue tail, qui est le cinquième levier, où on voit qu'il y a encore du potentiel. Il y a le passage à la digitalisation de pas mal de très petites entreprises, de start-up, de pros, de PME, et qui sont adressables pas uniquement par les grandes plateformes américaines, mais aussi, bien entendu, par les acteurs de la télé, les acteurs du display. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce 11%. Et l'autre indicateur qu'on regarde, et donc ça nous ferait atterrir sur une année 2026 à 13,9 milliards, ce qui veut dire donc une croissance de 11% et un deuxième semestre qui serait autour de 10%. Donc vous voyez qu'on est quand même plus prudent par rapport au S1. Mais ça reste dans l'ensemble des marchés, un des marchés les plus dynamiques qu'on puisse imaginer, surtout sur une très longue tendance, puisque ça fait 10 ans qu'on est sur ce genre de taux de croissance. Il faut bien avoir en tête qu'on a vraiment une exponentielle, comme Maïté l'a dit. Si on regarde uniquement les taux de croissance en pourcent, on n'a pas l'ensemble de la vision, mais on les applique en fait sur des plateformes qui prennent de plus en plus d'ampleur en termes de volume total, et donc ça crée quand même une exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de poids des plateformes, des acteurs européens par rapport à l'ensemble des acteurs? Eh bien, malheureusement, les acteurs européens continuent à voir leur poids diminuer d'année en année. Ils représentent maintenant que 17% du marché total. Sur le display, les acteurs européens représentent une part supérieure, puisqu'on est encore à 47%, mais il y a quelques années, on était à 52%. Donc on voit que là aussi, sur le display, on perd des parts de marché. Et donc on est vraiment dans une tendance qui ne s'améliore pas, alors qu'on voit le côté de problème démocratique que crée aujourd'hui ce manque de pluralité en fait de l'information ou d'attention à la qualité de l'information des médias. Donc je pense que c'est un problème dont vous êtes tous conscients depuis des années, c'est pas nouveau, et qu'en revanche, il est temps de trouver maintenant des actions beaucoup plus fortes qui permettent de changer de trajectoire. J'en vois 3. Maïté a commencé à parler de la régulation, bien entendu c'est le premier, mais je pense qu'aujourd'hui la Commission européenne n'a pas du tout la prise de conscience et l'awareness qu'il faut pour changer de tendance. Donc ça demande en fait un lobbying beaucoup plus fort, beaucoup plus ramassé, et pas uniquement français, mais au niveau européen, pour que des actions de personnalisation de la pub, des actions de consolidation du marché des acteurs européens
un ensemble, on voit qu'un ensemble d'éléments qui seraient favorables aux consommateurs, indispensables à la pluralité des médias et la démocratie, aujourd'hui ne sont pas pris. Et donc, il n'y a qu'une alliance vraiment européenne et pas uniquement française qui permettrait de changer ça au niveau européen et au niveau français. Deuxième élément, et je pense que Corinne, tu reviendras là-dessus, c'est l'AI. Je pense que l'AI appliqué à vos avantages comparatifs peut être en effet un game changer. L'AI en tant que tel ne permet pas de mieux se différencier en tant que tel. En revanche, les acteurs européens, ils ont bien des actifs bien spécifiques, la confiance, la donnée propriétaire, le dialogue avec des clients bien particuliers qu'on peut enrichir par l'AI, la marque, donc un certain nombre d'éléments en fait clés que l'AI permet de révéler certainement mieux si on prend l'AI au sérieux. Et enfin, l'AI, c'est dans un monde d'acteurs qui ne sont pas à l'échelle, parce que c'est quand même notre problème aujourd'hui, un problème d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas à l'échelle, permet de retrouver une autre échelle différemment que dans le monde pré-AI. Que ce soit en mettant en commun de la data, que ce soit en nouant des partenariats technologiques, que ce soit en construisant sous forme partenariale des actifs technologiques. Et le troisième point qui me semble important, c'est aussi un changement d'état d'esprit, en fait, et un changement de culture, de réaliser que pour continuer dans ce marché, il faut résolument être une boîte de technologie et qu'il n'y a pas le choix. Le deuxième, c'est d'aller vers encore beaucoup plus de partenariats, de ne pas considérer qu'en fait le marché se joue entre petits acteurs qui ne sont pas à l'échelle, mais qu'on est maintenant dans un beaucoup plus gros marché. Et donc il faut absolument en fait qu'il y ait des partenariats qui permettent de réaliser une meilleure échelle. Et je pense que avec ces éléments qui vont demander bien entendu aussi certainement une accélération de l'optimisation des coûts d'un certain nombre d'acteurs. Si ces gains sont réinvestis dans la technologie et dans l'AI, je pense qu'il y a des éléments pour avoir une tendance qui soit meilleure que celle-ci dans les années qui viennent. Merci. Moi, je suis beaucoup plus petite, donc je vais baisser ça. Hop. Et on sort le... Non, on laisse ça. Voilà. Merci Emmanuel et Maïté pour cette excellente présentation, hyper claire comme d'habitude. Alors moi, la conclusion que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je voulais mettre vraiment la focale sur l'articulation, l'attention. Merci. Merci, Hélène. L'articulation, la tension entre d'un côté la valeur produite et de l'autre côté la valeur captée. Et vous proposez, pour aller un peu dans le prolongement de ta conclusion, mon cher Emmanuel, un nouveau pacte des médias à l'ère de l'IA. En préambule, ça a été présenté de manière extrêmement claire ce matin. Le premier semestre 2026, on le voit, on l'a vu, confirme une très bonne dynamique du marché publicitaire numérique. Mais cette dynamique souligne aussi, on l'a vu très clairement, une fracture encore consolidée. On voit que si le marché croît de manière agrégée, les fameux plus 12%, cette croissance masque toujours plus une asymétrie profonde avec d'un côté la valeur qui est massivement captée par les plateformes mondiales, qui s'inscrivent toujours plus dans une logique de performance et d'échelle, et de l'autre côté, des médias européens qui voient leur poids structurel reculer. À mon sens, l'enjeu central aujourd'hui n'est plus seulement de savoir si le marché croît, mais très clairement de corriger ce décalage entre la valeur éditoriale produite et la valeur économique captée. 3 réflexions rapides. La première, c'est cette notion de display qu'il va falloir dépasser pour mieux valoriser l'actif média dans sa globalité. Le display, on le sait, et personne ne le remet en cause, reste un indicateur historique indispensable. Mais on voit chaque année plus qu'il photographie une réalité qui est devenue partielle. Aujourd'hui, les médias ne commercialisent plus des impressions isolées. Les médias orchestrent des présences de marques sur une multitude de points de contact, de la vidéo, de l'audio, du social, des opérations spéciales. Mais surtout, la marque média offre aujourd'hui des actifs qui sont invisibilisés
dans les mesures actuelles. Quand je parle d'actifs, je parle, tu l'as très bien dit Emmanuel, de la crédibilité, du contexte éditorial, des données propriétaires et de l'environnement de confiance. On le sait tous, ce qu'on ne mesure pas, on ne le valorise pas. Donc il est clairement devenu impératif d'enrichir la lecture du marché pour que ces actifs soient reconnus à leur juste valeur dans les arbitrages d'investissement des marques. Ma deuxième réflexion, c'est qu'on est très clairement entré dans l'économie du signal. Et dans l'économie du signal, l'urgence, c'est l'interopérabilité. L'intégration de l'IA générative et des moteurs conversationnels restructure radicalement l'accès à l'information. On bascule vers une économie du signal et demain, la valeur dépendra de la capacité des contenus à être identifiés, à être qualifiés, à être recommandés par des systèmes d'IA. Dans ce nouvel écosystème, l'autorité éditoriale et des environnements brand safe, nos fameux safe garden, sont des atouts majeurs, mais à une condition stricte, les régies doivent rendre leurs actifs lisibles, activables et interopérables via des normes communes et des données structurées. Dernière réflexion, c'est notre agenda. Moi, ce que je propose et ce que je vous propose, c'est un agenda de reconquête collective. Ce nouveau cycle de transformation ouvre, à mon sens, une fenêtre d'opportunité. Mais cette fenêtre pourrait vite se refermer si les règles du jeu s'écrivent sans les médias et sans les éditeurs. Le partage de la valeur entre d'un côté les producteurs de contenu et de l'autre côté les distributeurs IA est le chantier, je le pense sincèrement, est le chantier fondamental des prochaines années. Les équilibres futurs ne sont pas écrits, ils restent à bâtir. C'est ensemble, médias, marques, régies, agences, audiences et pouvoirs publics, qu'il faut construire ce nouveau pacte. L'objectif est commun, préserver des environnements de confiance où la qualité nourrit durablement la valeur. Plus qu'un acte de résistance, je vous propose un véritable agenda de reconquête. Merci. Bonjour, moi je suis d'accord sur la reconquête. Je vais être pour une fois encore plus pessimiste que toi, Corinne, dans l'analyse. Non, tout à fait, dans l'analyse. Effectivement, on a vu des chiffres complètement polarisés ce matin et qui continuent d'alimenter les inquiétudes qui s'accélèrent depuis les différentes versions. Ça fait combien d'années qu'on est sur l'observatoire de l'e-pub il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. Mais tous les semestres, on s'inquiète avec effectivement l'explosion des leviers social, search, retail et par ricochet l'ultra-dynamisme des plateformes internationales, américaines ou asiatiques, au détriment de certains médias de contenu, de beaucoup de médias de contenu. Et cette année, on en parlait l'autre jour avec Sylvia, là, c'est une partie du marché, énorme certes, mais c'est une partie du marché. Et cette année, si on élargit le spectre au offline, déjà, la presse papier souffrait énormément, et là, c'est la télé. Donc, effectivement, l'impact de la montée en puissance de ces leviers social, search, retail dépasse la frontière du digital. Malgré la très bonne dynamique de la BVOD, qui est à plus 18, même en y intégrant la TV segmentée. Alors, ça fait peur. Il y a une vraie dérive, sauf que nous, la question qu'on doit se poser en tant qu'agence et en tant qu'expert, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est une dérive qui se justifie ou pas, et ça c'est le grand truc, quand on regarde ce que veut le conso et ce que fait le conso. Parce que finalement, c'est pour ça qu'on fait du media planning et qu'on sert nos clients. Alors, est-ce que les évolutions des usages reflètent, ou en tout cas, est-ce que l'évolution des investissements publicitaires reflète l'évolution des usages ? Oui, en partie. Et vous êtes tous, dans vos comportements individuels, certainement conscients du fait que vous êtes quand même pas mal sur le social, vous adoptez l'IA, etc., etc. Je vous donne quelques chiffres. La télé connectée, donc la fameuse CTV, est devenue le 4e équipement des Français. Il y a 74% de pénétration. Donc, c'est devenu le quotidien des Français. On regarde la télévision sur des télés connectées.
La vidéo progresse. C'est 86% des Français qui ont un contact vidéo par jour. Donc, couverture ultime, alors certes en agrégat, mais couverture extrêmement importante. Ce qui est plus inquiétant, effectivement, c'est le fait que sur Internet, les grandes plateformes de la tech captent 58% du temps passé d'une cible ensemble. C'est 73% du temps passé par les 15-24 ans sur les grandes plateformes de la tech. Et enfin, on parlait, Emmanuel et Maïté parlaient de puissance d'exposition. Facebook touche chaque jour 66% des 25-49. Donc c'est assez logique finalement qu'elles aient un rôle important dans la structure des investissements publicitaires et que les investissements reflètent cette évolution des comportements. Le problème, c'est qu'effectivement, les créateurs de contenu qui participent énormément au succès d'audience de ces véhicules, c'est malheureux, mais les créateurs de contenu ne captent pas effectivement cette valeur et ces mêmes tendances. Pourtant, et là je reviens à nouveau sur mon consommateur, continue à avoir du temps consacré à ces médias de contenu. Sur 4h20 de durée d'écoute quotidienne, vidéo, tous écrans confondus, la TV de flux représente encore 58% de part d'audience. Donc presque 2/3 de l'audience vidéo est sur la télé de flux. Et la couverture quotidienne cumulée des sites et applications de presse d'information atteint 27% des 25-49. Donc, cette fameuse consolidation qu'on appelle tous de nos voeux, sur le plan du consommateur, sur le plan des usages, elle a du sens parce qu'effectivement, c'est consommé. Mais effectivement, ce sont les plateformes qui aujourd'hui organisent encore l'accès à ces contenus, qui disposent de la donnée, maîtrisent les points de contact et qui expliquent leur croissance. Alors, si ça continue, c'est sûr que l'équilibre va réellement s'effondrer. Mais là où je voudrais mettre un petit pavé dans la mare, parce que l'éléphant au milieu de la pièce, c'est entre autres les discussions réglementaires qu'il peut y avoir en ce moment, c'est qui est responsable. Moi, je ne crois pas que ce soit les annonceurs et les agences qui soient responsables. Les annonceurs et les agences, elles vont chercher la performance, elles vont chercher le conso là où il est. Et pourtant, côté agence et avec nos clients, on fait tout pour essayer de maintenir cet équilibre. On pousse les legacy médias versus les plateformes à performance comparable. Donc il faut, les médias, de plus en plus démontrer cette performance. Effectivement, peut-être qu'en faisant évoluer les indicateurs de comparaison. Il faut limiter, Emmanuel en parlait, le nombre d'intermédiaires entre l'annonceur et le média, parce que ce soit les resellers ou les intermédiaires tech, ça pompe de l'argent au passage. On a fait un gros boulot et il faut qu'on poursuive sur le nettoyage des mots-clés d'exclusion pour l'open web et sanctuariser, et c'est les recommandations que fait l'UDECAM aux agences, sanctuariser les sites d'information pour éviter d'avoir des mots-clés qui excluent l'inventaire, même si ce n'est pas énorme, qui excluent l'inventaire de ces sites. Et enfin, j'espère que vous avez vu, on continue de militer énormément pour que les plateformes, au moins en termes de mesures, au lieu de s'auto-mesurer, et effectivement, aujourd'hui, c'est ce dont les agences disposent pour effectivement dire c'est performant. Donc on milite énormément pour que la mesure soit contrôlée par un tiers. Donc je voudrais juste terminer en disant on est vraiment dans le même bateau. Si un jour le paysage média se limitait à 3 ou 4 acteurs internationaux, autant vous dire que ce serait difficile pour nous aussi de défendre l'intérêt de nos annonceurs et la performance. Et donc notre communauté d'intérêt est bien plus grande qu'il n'y paraît. Voilà, bonne journée.